MRI Radio, le décryptage de l'info, l'invité. Bonjour Olivier Marleix. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Je voudrais commencer cet entretien avec l'annonce, on l'a appris il y a quelques instants, la disparition de Philippe de Gaulle, le fils du général évidemment. Vous avez travaillé avec lui, c'est ça ? J'ai eu la chance de le connaître quand il était sénateur. J'étais tout jeune collaborateur de Charles Pasqua au Sénat et je travaillais donc pour lui à certaines occasions. C'était quelqu'un d'une immense humilité. J'ai beaucoup regretté l'année dernière, j'avais écrit au président de la République pour lui demander de réparer une injustice et de rouvrir l'ordre des compagnons de la libération pour le faire compagnon de la libération, ce que son père n'a jamais voulu faire par souci de ne pas être accusé de népotisme. Et voilà, je pense que ce serait un bel hommage que le président de la République rouvre l'ordre exceptionnellement pour, à titre posthume, lui donner cette dernière reconnaissance. Juste d'un mot, parce que on voit ces images, et notamment celles que l'on vient d'apercevoir aux côtés de Jacques Chirac, la ressemblance physique était oui, c'était impressionnant. marquante. C'était impressionnant. Il était très grand et il y avait cette ressemblance physique assez impressionnante. Et évidemment une grande humilité parce que grandir sous la stature du chêne qui était le général de Gaulle, ça devait être quelque chose d'un peu difficile. Monsieur Marleix, hier avait un moment important à l'Assemblée nationale. Vous avez été amené à échanger puis voter sur l'accord bilatéral entre la France et l'Ukraine. Alors il y a un aspect matériel, notamment d'échange de munitions. L'accord porte sur 10 ans, mais il y a aussi la visée de l'entrée de l'Union européenne, enfin de l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Bon, je regarde le détail des votes de votre groupe. 49 de vos parlementaires ont voté pour et 11 se sont abstenus. Pourquoi ? Je pense que ceux qui se sont abstenus l'ont fait parce qu'il y a une part de manipulation dans ce vote de la part du président de la République. Je voudrais rappeler que cet accord, c'est pas un traité international, c'est un accord dans lequel une trentaine de pays vont signer le même accord pour manifester leur soutien à l'Ukraine. Mais c'est pas un traité, donc ça n'appelle pas de ratification. Si le président de la République a voulu le soumettre à l'Assemblée nationale, qui est un vote autour d'une déclaration du gouvernement, d'ailleurs pas autour de l'accord, c'était vraiment dans un but d'utiliser un peu cette crise à des fins de politique intérieure. C'est ce qu'ont sanctionné ceux qui, chez moi, se sont abstenus. Au bout du bout, pour les autres dont je suis, le sujet, c'est qu'il y a un agresseur qui est la Russie. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un pays viole des frontières internationales. Oui, mais pardon, mais est-ce que l'abstention de vos parlementaires, ça ne participe pas de la confusion ? Parce qu'en fait, beaucoup ont dit, et surtout dans la majorité, il faut être honnête, que ce serait un moment de clarification. Ceux qui se sont abstenus, il y a vos élus, et puis il y a le Rassemblement national. Oui. Je pense que le côté manipulation, il y en a qui ont voté contre aussi d'ailleurs, il faut le dire, les communistes et la France insoumise. Je pense que la dimension manipulation, de la part du président de la République, qui a voulu instrumentaliser cette crise internationale et chercher un vote à l'Assemblée nationale, on peut pas. Donc ils sont tombés dans un piège. On peut pas ne pas la voir. Non, ils ont voulu protester contre. Je pense que ça se fait pas tellement en politique d'utiliser une crise internationale pour essayer d'en faire un objet de campagne électorale. C'est pas tout à fait digne, je pense, d'un chef de l'État. Et puis, il y a d'autres messages qu'on a voulu aussi passer, évidemment, à cette occasion. C'est qu'on ne croit pas à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Oui, il y a un ancrage de l'Ukraine dans l'Union européenne qu'il faut réaffirmer, mais évidemment pas de... Pourquoi ? Pour des raisons économiques ? Pas d'adhésion. Bien sûr, ça déséquilibre trop l'Europe. Le président de la République, M. Macron lui-même, a dit aux chefs de parti, quand il les a reçus il y a 5 ou 6 jours, qu'il n'y croyait pas, qu'il ne le souhaitait pas. L'adhésion à l'OTAN, c'est pas plus crédible non plus. Et puis on a voulu aussi dire qu'il y a un vrai sujet avec nos agriculteurs. On peut pas que l'Europe serve de corridor pour permettre à l'Ukraine d'exporter sur le marché mondial, bien sûr, mais que les denrées alimentaires restent, que le blé, le sucre, le maïs, la volaille, les œufs restent sur le marché européen et détruisent notre agriculture, c'est évidemment inacceptable. Et on veut que le gouvernement se bouge là-dessus et exige de l'Europe de trouver des solutions. Votre parti a déposé son référendum d'initiative partagée sur l'immigration. Alors vous poursuivez cette démarche. Vous avez obtenu les voix des parlementaires. Maintenant, il vous faut un peu moins de 5 millions de voix d'électeurs français. C'est 10% du corps électoral. C'est la règle pour ce référendum d'initiative partagée sur le sujet. Je précise que jusqu'à maintenant, jamais cette démarche n'a abouti. Je regardais sur votre site internet. Il y a une pétition sur le sujet. Vous avez 26 680 signatures ce matin. Est-ce que c'est atteignable ? Vous y croyez vraiment ou c'est un message politique ? Je crois. D'abord, pourquoi on fait ça ? Parce que l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté à des majorités écrasantes un projet de loi immigration qui était beaucoup plus important, avec une trentaine d'articles supplémentaires qui ont été sanctionnés par le Conseil constitutionnel. Le président de la République s'était satisfait de ce texte. La première ministre de l'époque, Madame Borne, avait elle-même piloté l'écriture finale, la commission mixte paritaire. La majorité macroniste avait voté ce texte
Et finalement, M. Macron aujourd'hui se satisfait de l'annulation de la moitié de ce texte. Il l'avait dit avant, M. Marleix, il faut être honnête. Il avait dit qu'il comptait sur ce qu'allait dire le Conseil constitutionnel. La majorité l'a voté. La Première ministre, Mme Borne, l'avait elle-même porté. C'est une forme de trahison par rapport aux attentes des Français. Et donc aujourd'hui, on veut faire cet appel au peuple français qu'il décide à travers un référendum. C'est une procédure nouvelle, c'est la révision constitutionnelle de 2008 qui a permis ce référendum d'initiative partagée. Il faut des parlementaires et ensuite des signatures. Et quand on a des signatures, la procédure est enclenchée. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que vous pensez vraiment que c'est un sujet qui va mobiliser 5 millions de Français? Vous le pensez vraiment? Oui, vous savez, il y a eu un précédent, c'était contre la privatisation d'ADP. Il y a eu Aéroport de Paris. Aéroport de Paris, tentative de privatisation par M. Macron. Il y a eu plus d'1 million de signatures, plus d'1 million pour ADP, qui n'est pas un sujet qui passionnait les foules. Je pense que sur la question de la maîtrise de notre immigration, de dire qu'il faut au moins, parce que c'est le cœur des questions qu'on pose, qu'il faut au moins 5 ans de résidence en France pour bénéficier de droits sociaux, oui, je pense que ça touche tous les Français. Que des Français qui n'arrivent pas à se soigner voient des étrangers en situation irrégulière, bénéficier de l'AME et avoir droit à une meilleure couverture santé qu'eux, c'est absolument inacceptable. Pourquoi meilleur qu'eux? Mais parce que quand vous avez l'AME, sont pris en charge par le public. Vous avez zéro reste à charge. Vous ne vous posez pas de questions pour tout un tas de soins dentaires ou tout un tas d'autres soins. C'est absolument inacceptable pour les Français qui n'arrivent pas à se soigner et pour lesquels le gouvernement est en train de demander des déremboursements. Monsieur Marleix, l'aide à mourir va débuter son chemin législatif. Il y aura d'abord le Conseil d'État, puis ensuite le Parlement, etc. Est-ce que votre groupe parlera d'une seule voix sur ce sujet? Non, sans doute pas, parce que c'est un sujet de conviction intime. Et d'ailleurs, votre question, Jean-Baptiste Boursier, elle me surprend. Elle montre que... Mais vous pensez que sur des sujets aussi intimes que la question de l'IVG, que la question de la fin de vie, on doit obéir à des espèces de prise de position politique? C'est des sujets qui divisent, en fait, chaque être humain. Chaque être humain est partagé par des... Donc c'est-à-dire que vous dites à vos parlementaires, exprimez-vous en conscience. Mais évidemment, peu importe. Mais heureusement que les parlementaires ont une conscience, heureusement qu'on vote en conscience, heureusement qu'on n'est pas juste dans l'injonction, comme le veut monsieur Macron. Oh, je fais confiance à ces parlementaires Renaissance, ils voteront tous comme un seul homme. Et là aussi, Jean-Baptiste Boursier, quand même, on va être en pleine campagne européenne. Vous savez quand est-ce que le président de la République a inscrit ce texte? C'est lui-même qui l'a inscrit, dans une semaine qui normalement était réservée à l'Assemblée, le 27 mai, c'est-à-dire on sera 10 jours avant les élections européennes. C'est pas le meilleur moment pour la sérénité sur un tel débat. Je regrette que le président de la République choisisse, sur un sujet aussi important pour notre société, aussi intime, d'en faire, là encore, un objet de clivage, un objet de fracture. Quelle est votre opinion personnelle, M. Marleix, puisque vous êtes là, vous, face à moi? Les plus grandes réserves sur ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on attend tous pour nos proches, quand ils sont sur le point de mourir, c'est évidemment de ne pas souffrir. Mais ça appelle déjà une première réponse. La réponse, c'est les soins palliatifs. Ces équipes qui aujourd'hui font ce travail formidable d'accompagner les gens jusqu'au bout. Et le drame, c'est que ça fait 10 ans, 15 ans dans notre pays qu'on dit qu'on n'est pas à la hauteur sur les soins palliatifs. Il y a 80% des Français qui ne peuvent pas y avoir accès. Et juste à côté de chez moi, vous aviez un magnifique service de soins palliatifs. J'y suis allé souvent rencontrer des amis, des proches en fin de vie. Ce service, il est en train de fermer. Il est en train de fermer. Donc vous dites pas nécessairement un nouveau texte, mais plus de moyens. Mais bien sûr, la réponse c'est déjà l'accompagnement. Et puis après, s'il faut modifier le droit, il peut y avoir un débat. Je suis pas sûr une fois encore que ce soit avant une élection européenne. Justement, poser cet enjeu. Un tout dernier mot, s'il vous plaît, Monsieur Marleix. Est-ce que cette élection européenne, c'est une question presque de vie ou de mort pour votre parti? Est-ce qu'un revers important, ça signerait la fin de la Pas du tout. Moi, je pense que c'est plutôt la fin du macronisme qui se joue aujourd'hui, avec des sondages qui donnent à peine 17% au camp présidentiel, qui visiblement est en panique, à tel point que M. Macron nous ressort les vieilles ficelles de 2019, de la précédente élection européenne, en faisant monter le Front National. M. Macron aura été, après François Mitterrand, le principal bienfaiteur du Rassemblement national, en parlant de lui matin, midi et soir. Pourquoi? Parce qu'il veut absolument
écrivait, il espère que la montée du Rassemblement national créera une bipolarisation, un réflexe de survie du camp de la raison autour de la liste Renaissance. Nous sommes ceux qui refusons depuis 7 ans cette fracturation, cette division du pays entre un pseudo-camp de la raison autoproclamé autour de M. Macron et le camp de la colère, quitte à ce que les colères soient nourries par M. Macron. Merci beaucoup Olivier Marleix d'être avec nous ce matin en direct sur LCI. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous.